Après moi, le déluge. Vous n'êtes pas du genre à prévoir la fin, d'ailleurs vous ne préférez pas y penser, mais vous exposez vos héritiers au risque de se déchirer. Et oui, ça peut compliquer le règlement de la succession et coûter très cher. Alors comment faire pour laisser derrière soi uniquement de bons souvenirs? Succession et partage anticipé pour éviter les conflits, c'est notre thème du jour. Appelez-nous en direct au 0800 3x0 900. C'est Maître Paul Coutoli qui vous répondra. Bonjour Maître. Bonjour. Alors vous êtes notaire à Ajaccio. Vous êtes également président de la Chambre départementale des notaires de Corse du Sud. Vous devez savoir, les successions, c'est rarement simple, mais rassurez-nous, ça ne se passe pas toujours mal. Non, ça ne se passe pas toujours mal, heureusement. Mais une succession, vous le savez, ce n'est pas qu'une simple transmission de patrimoine. Il s'y mêle beaucoup d'humains et l'humain n'est jamais simple. Mais c'est toujours un moment difficile, quoi qu'il en soit. C'est toujours un moment difficile parce que ça suit, en principe, une période de deuil et... Donc, si vous voulez, il y a d'autres conflits qui peuvent remonter à la surface. Ça peut être un moment difficile. Il y a une difficulté technique, mais surtout une difficulté humaine, le plus souvent. Alors, il y a deux aspects à la succession. Il y a l'aspect civil et l'aspect fiscal. D'un point de vue civil, imaginons, comme je l'ai dit, qu'on ne fasse rien après moi le déluge. Donc, on ne prend aucune disposition testamentaire. À qui vont aller les biens ? Eh bien, si vous n'avez rien prévu, le législateur, lui, a prévu pour vous. Il y a donc ce qu'on appelle une dévolution légale, c'est-à-dire celle qui est prévue par la loi. Cette dévolution, elle dépendra bien évidemment de la composition de votre famille, savoir si vous avez des descendants, si vous n'en avez pas, si vous êtes marié, si vous avez des ascendants, puisque la loi prévoit 4 ordres d'héritiers, qui sont les descendants, les ascendants privilégiés, les collatéraux et les collatéraux privilégiés, les ascendants ordinaires et les collatéraux ordinaires. Et bien évidemment, il y a le conjoint survivant qui, depuis 2002, éclipse les collatéraux privilégiés, sauf le cas de retour légal. Donc, si vous n'avez pas prévu de disposition testamentaire, c'est le législateur qui a prévu pour vous. D'accord. Donc, imaginons, je suis mariée, j'ai des enfants. En premier lieu, ce sont les enfants, c'est mon conjoint, c'est moitié-moitié. C'est-à-dire, si je suis marié et j'ai des enfants, bien évidemment, c'est toujours, on va simplifier au maximum, sinon on ne va pas rentrer dans des complications techniques, sinon ce n'est pas très pédagogique. Mais si je suis marié et j'ai des enfants, mon conjoint vient à ma succession concurremment avec mes enfants, avec des droits qui se superposent et qui diffèrent selon que je décède que juste des enfants qui fussent nés d'une première union ou que juste simplement des enfants d'une seule union. Et ce sont les droits de mon conjoint qui diffèrent à ce moment-là. D'accord. Et on n'est pas marié, mais on a des enfants. On n'est pas marié, mais on n'a pas des enfants, vous le savez. Les concubins ignorent la loi les ignore, c'est Napoléon. Et donc, mon concubin, sauf disposition testamentaire, mais on n'est là que dans le cas de la dévolution légale, puisque c'est de celle-là, par celle-là qu'on a commencé, mon concubin n'hérite de rien et mes héritiers sont mes descendants. D'accord. Alors, on avait une réaction d'un téléspectateur, Pierre, qui nous demandait si c'était possible de favoriser l'enfant d'une deuxième union, si on n'est pas marié, plutôt que celui d'un premier mariage. Est-ce qu'on peut favoriser un de ses enfants ? Mais que l'on fusse marié ou pas, cela est indifférent. On peut toujours favoriser quelqu'un dans les limites prévues par la loi, qui sont le respect de la réserve héréditaire. C'est-à-dire qu'on peut favoriser quelqu'un en utilisant ce qu'on appelle la quotité disponible, c'est-à-dire ceux dont la loi permet de disposer au profit de qui que ce soit, et qui varie en fonction du nombre d'héritiers réservataires que l'on a. D'accord. Alors, imaginons qu'on veuille aussi favoriser quelqu'un, mais qui n'est pas membre de la famille, c'est possible ? Oui, en utilisant cette fameuse quotité disponible. C'est-à-dire pour enfants, que le gratifié peut être un descendant ou peut-être un étranger à la famille. Après, se pose un problème de droit fiscal, mais c'est tout à fait autre chose. D'un point de vue du droit civil, on peut gratifier dans une certaine limite. N'importe qui. D'accord. Alors, comment faire un testament ? Puisque c'est peut-être la chose qui va, en amont, permettre de faciliter et de respecter les volontés. Si on veut échapper aux règles de la dévolution légale, c'est-à-dire ce que le législateur a prévu pour vous, et que vous voulez reprendre votre autonomie, vous pouvez le faire en testant.
il y a diverses formes de testament. Les plus utilisées sont bien évidemment, et les plus connues, le testament holographe et le testament authentique. Alors, c'est-à-dire ? Je ne vous parlerai pas du testament mystique, je n'en ai même jamais fait. Le testament holographe, c'est celui que l'on rédige soi-même, qui doit être écrit. À la main, donc ? Écrit, daté et signé. Ces trois conditions de sa propre main. Ce sont les conditions de validité du testament et il est bien évidemment parfaitement valable. L'inconvénient, c'est que bien évidemment, il peut être, on peut le perdre ou il peut être secret, ou peut-être jamais retrouvé, puisqu'il n'a pas été, en principe, il n'a pas eu de publicité. Généralement, on peut le faire et on le remet à son notaire, qui en assure la conservation et qui le publie, sauf volonté contraire, au fichier central des dispositions de dernière volonté qui sont à Venelle et que tous les notaires interrogent dès qu'ils sont chargés d'une succession. Alors maître, celui qu'on va cacher dans sa table de nuit ou celui qu'on va vous remettre en main propre, ils ont autant de valeur l'un que l'autre ou... C'est-à-dire qu'ils ont exactement la même valeur. C'est leur publicité qui est différente. En réalité, le testament holographe remis au notaire, l'avantage, c'est qu'il est conservé en lieu sûr. Et par ailleurs, chez quelqu'un qui assure quand même une permanence, puisque en principe, même s'il décède ou qu'il vend, il y aura un successeur. Il est donc conservé en lieu sûr et il en assure une publicité à travers le fichier central des dispositions de dernière volonté. Donc ça, c'est pour s'assurer que les volontés soient respectées. Voilà. Ceci étant, ça reste un simple sous-seing privé qui peut être contestable, comme peuvent être plus facilement contestables les actes sous-seing privés que les actes authentiques. C'est pour ça qu'il est peut-être préférable de recevoir, surtout eu égard à la modique somme, un testament fait par un notaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle un testament authentique. J'ai dit modique somme parce qu'en principe, le coût n'excède pas les 200 €. On a l'avantage, premièrement, d'avoir le conseil d'un professionnel quant à sa rédaction et éviter les clauses obscures ou éventuellement léonines. Ce testament, il est reçu par le notaire, il est dicté par le testateur au notaire qui l'écrit de sa main en présence de 2 témoins, ni parents, ni alliés, ni entre eux, ni avec le légataire institué à un degré prohibé par la loi, ou alors reçu en présence de 2 notaires, ce qui confère encore plus de poids. C'est très encadré. Hein. Ouais, c'est très encadré, bien évidemment. Alors, imaginons qu'entre-temps, on change d'avis. On a le droit de le faire ou pas ? On a le droit de le modifier ? On a le droit de le faire. Rien n'est irréversible. On peut le révoquer, bien évidemment, jusqu'à ce qu'on ait les capacités de le faire. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut faire autant de testaments que l'on veut. Étant précisé que quelqu'un qui ferait beaucoup de testaments, surtout beaucoup de testaments holographes, outre le fait qu'il risque de se contredire et introduire une confusion dans l'expression de ses volontés, on pourrait aussi douter de ses facultés mentales ou de sa capacité. D'accord. Alors, imaginons que ça arrive, c'est impossible, mais c'est mon conjoint survivant qui va prendre les décisions ensuite, ou non, on va devoir respecter le conjoint survivant, bien évidemment, il y a une hypothèse où il peut intervenir, mais il n'a pas de capacité de disposer du patrimoine qui était celui de son conjoint. Il y a un cas particulier où le conjoint survivant intervient sans pouvoir disposer. C'est une simple force de proposition. C'est dans le cadre d'une donation-partage que l'on appelle une donation-partage cumulative. C'est-à-dire qu'on met dans le panier à partager les biens appartenant au conjoint et les biens qu'on a reçus dans la succession. On met tout ça dans un même panier et on fait un partage. D'accord. Alors d'un point de vue fiscal, toujours, je meurs demain, qu'est-ce que ça va coûter aux héritiers ? Bien, ça dépend d'une part du montant de votre patrimoine, bien sûr, et du degré de parenté que vous avez avec vos héritiers. Vous savez, et bien sûr que la Corse, avec le régime transitoire, la question sur le point de vue fiscal est un peu plus, ou la réponse est un peu plus compliquée. En restant uniquement sur le droit commun et en oubliant le régime transitoire s'appliquant actuellement à la Corse, vous savez que les enfants payent des droits de succession à partir d'un patrimoine qui dépasse les 100 000 €. C'est-à-dire on commence à payer au-delà de 100 000 € par enfant et par parent. D'accord. Alors, vous parlez du régime transitoire de la Corse, compliquant un peu plus le raisonnement. Puisque, si vous voulez, l'assiette imposable, c'est-à-dire le patrimoine, quand il s'agit de patrimoine immobilier,
ou presque tout le patrimoine immobilier, puisqu'il y a une partie des acquisitions qui sont faites depuis février 2002 échappent à ce régime transitoire. Ceux-là ne sont comptés pour leur assiette imposable qu'après un abattement de 50%. C'est-à-dire qu'un bien qui vaut en réalité 200 000 en droit, et avec un enfant unique en régime de droit commun, il serait taxé à partir de 100 000, grosso modo à 20%, pour faire simple. Et si on est en Corse, bien évidemment, et qui ne rentre pas dans la catégorie des biens acquis après 2002, il est exonéré, puisqu'on pratiquerait cet abattement propre à la Corse. 200 000 moins 100 000, ça fait 100 000. Ouais. Et comme un abattement de 100 000, c'est zéro. Alors, maître, on a vu une réaction d'une téléspectatrice qui s'appelle Emma et qui nous demandait: je viens d'hériter d'une maison en indivision, je souhaiterais vendre ma part, mais on n'est pas tous d'accord. Comment faire ? Bien, est-ce que c'est elle est libre de vendre sa part à l'intérieur de l'indivision, puisque rien ne s'y empêche. Par contre, elle ne peut pas vendre sa part à quelqu'un d'extérieur à l'indivision. Elle peut le vendre après avoir purgé le droit de préemption des co-indivisaires. Ça se fait par voie d'huissier et on propose aux co-indivisaires la priorité c'est la loi qui leur donne cette priorité. On leur notifie par voie d'huissier, à peine de nullité, la faculté d'acquérir le bien, et on lui donne les conditions et ils ont un mois pour répondre, savoir s'ils sont acquéreurs ou pas. À défaut de réponse ou de se porter acquéreur, on peut très bien vendre sa quote-part à quelqu'un, mais qui va rentrer dans pareille affaire. D'accord. Alors, vous avez parlé du régime dérogatoire tout à l'heure. En fait, il s'agit du fameux arrêté Miot, dont on entend parler régulièrement. Du défunt arrêté Miot. Voilà, qui a été abrogé, on le rappelle, en 2002. Donc ça veut dire qu'il n'est plus valide. Ce dont on parle, c'est bien donc de ce fameux régime dérogatoire qui consiste en quoi et qui va nous permettre de faire des économies jusqu'à quand ? Alors, ce qu'il y a de sûr, c'est qui va nous permettre de faire des économies jusqu'au 1er janvier, au 31 décembre 2017. Ouais. Ça, c'est une chose certaine. Il semblerait que des pistes s'esquissent pour qu'il soit prorogé. Ce régime, il consiste en quoi ? Il consiste simplement dans le fait que les biens immobiliers dont on hérite en Corse et que l'on détient en propre, pas à travers une société civile immobilière, que l'on possède personnellement, ces biens immobiliers ne sont portés dans l'actif successoral, non pas pour la totalité de leur valeur, mais pour la moitié de leur valeur. Donc vous êtes en train de dire que même si les institutionnels et les professionnels montent au créneau pour faire en sorte que ce régime dérogatoire persiste, ou en tout cas éventuellement qu'un nouvel arrêté Miot soit publié, rien n'est sûr pour le moment pour nous permettre de faire encore des économies d'ici en tout cas le 31 décembre 2017. Non, en tout cas, à ma connaissance, rien n'est sûr. La seule chose qui puisse pérenniser... Donc, la seule chose qui soit sûre, c'est que soit on se débrouille pour mourir avant le 31 décembre 2017 pour faire des économies, soit on peut anticiper. Effectivement, la mort, pour le coup, est défiscalisée en matière immobilière en Corse. En tout cas, elle l'était jusqu'à peu, et puis maintenant, elle est à concurrence de 50%. Et c'est sûr que si on meurt, les héritiers font une bonne affaire. D'accord. Donc, si on veut anticiper, comment on fait ? Si on veut anticiper, alors les motivations de l'anticipation d'une succession sont de deux ordres. Il y a une motivation d'ordre civil et une motivation d'ordre fiscal. Bien évidemment, la carotte fiscale fait beaucoup plus marcher que le civil, mais pourtant, le civil, c'est le plus intéressant parce que la transmission civile se soucie, si vous voulez, surtout de la future paix familiale. Le patrimoine ne le permet pas toujours, mais quand le patrimoine le permet et qu'on puisse attribuer divisément des lots, bien évidemment, c'est un conseil qu'il faut suivre et pour encourager les paix familiales. Vous connaissez... Alors, pour maintenir la paix familiale, une des pistes, c'est de commencer à donner maintenant. Mais pas à temps et à travers. Une des pistes, quand on veut entretenir la paix familiale, c'est d'essayer de faire un partage anticipé de ses biens si le patrimoine le permet. Ça, c'est la motivation civile. La motivation fiscale, elle, c'est autre chose. Elle accompagne, elle peut ne pas être présente parce que si vous voulez, vous pouvez avoir un patrimoine qui ne va de toute façon
pas générer de droits parce qu'il y a beaucoup d'enfants et que donc on a beaucoup d'abattements, que c'est un patrimoine commun et que donc il appartient aux deux et que l'abattement est donc multiplié. Donc, si vous voulez, il ne va pas générer de droits, mais il y aura toujours, cet intérêt civil est toujours là. Parce qu'en réalité, le partage va concourir à maintenir, en tout cas, on l'espère, la concorde dans la famille. Alors, on a 2 enfants, on peut déjà commencer à réfléchir. Si le patrimoine le permet, oui. Si le patrimoine le permet et que, bien évidemment, on n'a pas besoin de rester propriétaire jusqu'à la fin de sa vie pour vivre, pour faire face à un éventuel aléa financier. Mais on ne donne pas non plus à tort et à travers. Parce qu'une fois que c'est donné... Non, je ne pense pas que mes confrères, quand ils sont... quand on les questionne pour savoir s'il faut faire une donation, mais évidemment, ils conseillent et bien souvent, ils refusent de le faire ou ils conseillent de ne pas le faire parce qu'en réalité, le patrimoine ne le permet, il n'y a aucun intérêt, ni du point civil, ni du point de vue fiscal, et qu'il ne faut pas se démunir. D'accord. Voilà. Alors, on n'hésite pas à aller prendre conseil auprès de son notaire. Maître Coutoli, merci d'avoir répondu à nos questions. Moi, je vous retrouve lundi pour parler du goût. Je vous souhaite un excellent week-end. À très bientôt. Au revoir.